Bonjour chers internautes, ici votre M serviteur Sylvain Carnat, l'assistant social et entrepreneur. Alors, je suis ravi que vous continuez à vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube et à visionner les vidéos. Alors, la précédente vidéo parlait des modes de transmission du VIH. Alors, il y a longuement échangé là-dessus et il y a certaines personnes qui ont fait des commentaires pour demander plus d'informations et vous pouvez le constater euh, à la suite de la vidéo dans les commentaires. Alors, aujourd'hui, on va aborder le thème comment éviter le VIH-Sida. Donc, après les modes de transmission, nous allons développer et comment éviter de contracter cette maladie. Alors, restez connectés après ce jingle. Alors, il faut dire que les modes de transmission, il y en a trois. Comme résumé, et il y a les modes de transmission par le sang, les modes de transmission par rapport sexuel non protégé et le mode de transmission de la mère à l'enfant. Alors, comment éviter de contracter la maladie à chaque étape de ces modes de transmission? C'est ce que je vais développer tout à l'heure. Alors, sans plus tarder, nous allons passer par le premier mode de transmission qui est la transmission par le sang. Il faut dire qu'à ce niveau, nous devons éviter tout ce qui est objet métallique à usage multiple. C'est-à-dire, plusieurs personnes utilisent les mêmes instruments sans être désinfectés. C'est de les éviter, avoir son coffret de manucure et pédicure personnel, avoir sa brosse à dents personnelle, je sais de quoi je parle, et éviter aussi et faites très attention, ça j'ai fait un clin d'œil au personnel de santé, toutefois que nous sommes amenés à prélever un de nos patients, qu'on ignore son statut, ou à faire des injections et on ignore le statut du patient. Ici, c'est de faire très attention. Et toutefois que il arrive que nous nous piquons avec la même aiguille qu'on a eu à prélever le patient par inadvertance, et c'est de ne pas se paniquer et de recourir au service de l'action sociale ou au service de conseil de dépistage volontaire ou au service de prise en charge. À ce niveau, on parle de AES, accident d'exposition au sang. Alors, le personnel ici a 72 heures pour se rendre d'un centre afin de se faire dépister dans un premier temps et de recevoir un traitement d'1 mois. Après le traitement d'1 mois, 3 mois après, le personnel va faire son test de dépistage. Ça, c'est le cas où, lorsqu'on fait le premier test de dépistage et qu'il est négatif. Mais pour le test où il est positif, généralement, les personnes sont déjà positives. Généralement. Dès que vous avez un accident d'exposition du sang et qu'on vous dépiste positif, c'est pas ce jour où vous avez eu l'accident qui détermine que voilà, automatiquement que l'aiguille vous a piqué, que vous êtes automatiquement positif. Non. Voilà pourquoi on demande à faire le test. Après le test, on met la personne sous un traitement d'1 mois. Après le traitement d'1 mois, et on fait 3 mois après son test de dépistage. Comme ça, il sort du programme de AES. Si vous avez des questions de compréhension, il n'y a pas de souci, vous pouvez les poser en commentaire. On serait vraiment ravis de vous élucider. Sans plus tarder, nous allons passer au deuxième mode de transmission qui est la transmission par rapport sexuel non protégé. En ce qui concerne les rapports sexuels non protégés, ici, il arrive aussi que nous sommes face à des situations contraignantes. C'est-à-dire, lorsque nous faisons le rapport sexuel et qu'il arrive que le préservatif se déchire, là nous sommes en cas d'exposition aussi.
Dans ce cas, si c'est un couple séro-différent, c'est-à-dire monsieur est infecté, madame n'est pas infectée, ou madame est infectée, monsieur n'est pas infecté, le partenaire a 72 heures pour se rendre à un centre de prise en charge afin de faire son test ce jour-ci. S'il est déclaré négatif, il est amené à prendre un traitement de 1 mois et à l'issue du traitement de 1 mois, 3 mois après, refaire un autre examen pour vraiment sortir du programme d'exposition. Alors, en ce qui concerne le troisième mode de transmission de la mère à l'enfant, bien sûr, c'est d'encourager nos mamans, dès qu'elles ont le pressentiment d'être enceintes, de se rendre dans un centre de santé pour pouvoir éclairer s'il s'agit d'une grossesse ou pas. Et cela aussi, toutefois que c'est une grossesse, elles sont amenées à faire le test. C'est une proposition qui est faite systématiquement dans les centres de santé publics. Alors, à ce niveau, dès que le test de dépistage est fait, l'enfant est déjà à l'abri. S'il savait que le test est négatif, l'enfant n'a pas de problème. S'il savait que la mère est positive, c'est de faire en sorte qu'elle puisse immédiatement commencer son traitement afin de mettre l'enfant à l'abri. Parce qu'avec un traitement pris tôt, elle aura une charge virale indétectable avant l'accouchement. Puisque 6 mois après, on va faire la première charge virale. Avant l'accouchement, elle pourra avoir son premier résultat de charge virale, ce qui, si est supprimé ou indétectable, l'enfant a plus de chances d'éviter d'être contaminé. La deuxième étape ici, c'est à l'accouchement. C'est de faire en sorte que la mère puisse connaître son statut avant de rentrer en salle d'accouchement. C'est très important. Toutefois que nous serons avec un cas positif avant d'entrer dans une salle d'accouchement, toutes les dispositions seront prises pour que l'enfant puisse être indemne. Mais si on ignore son statut, il pourrait avoir des désagréments. En tant si on a l'information que la mère est positive, le personnel va avoir plus de vigilance. Et puis, à la naissance même, l'enfant a droit à un certain nombre de traitements. L'enfant exposé ici à sa naissance a droit à un sirop qu'on appelle la névirapine sirop, qui dès qu'il sort de la salle d'accouchement doit commencer à prendre pendant une période d'1 mois, tout ça, pour vraiment permettre à ce qu'il puisse être négatif à l'issue du processus, du programme. Maintenant, s'il arrive qu'on ne connaît pas le statut de la mère, comment est-ce qu'on peut prendre cette disposition? Voilà pourquoi j'ai signifié qu'il est important qu'on puisse savoir le statut de la dame avant d'entrer en salle d'accouchement. Alors, en ce qui concerne l'allaitement, il faut dire ici que le dépistage se fait dans les normes à 3 mois d'intervalle. La grossesse dure 9 mois. Donc en principe, durant la grossesse, la mère a fait le test de dépistage 3 fois. Donc après l'accouchement, 3 mois après, doit encore refaire son test. Donc toutefois que nous constatons qu'elle est positive à l'issue d'une de ces étapes, et automatiquement on pose un diagnostic et puis on met un plan de résolution sur place pour essayer d'optimiser les chances de l'enfant à ce qu'il ne soit pas infecté. Alors, pour les mères déjà séropositives qui ont fait le programme de la protection de la transmission de la mère à l'enfant, qu'on appelle ici PTME, et pour l'allaitement, elles ont deux choix. Elles ont le choix, disons. Elles ont le choix. Il y a l'allaitement exclusif qui est recommandé. Il y a l'allaitement artificiel qui est recommandé. Mais ce qui est peu recommandé ou pas recommandé même, c'est l'allaitement mixte. C'est-à-dire faire l'allaitement exclusif en introduisant souvent le biberon par moment. Ça, c'est pas vraiment recommandé. C'est pas recommandé. Si vous avez la possibilité, sinon la capacité financière de faire l'allaitement artificiel, c'est bon.
Si vous n'avez pas la possibilité, vous pouvez faire l'allaitement exclusif, c'est-à-dire le sein de la mère, c'est tout. Pas d'eau associée, non, 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 non. En tout cas, le personnel vous donnera le maximum d'informations, la conduite à tenir, à respecter aussi. Donc, à 1 an, 6 mois, l'enfant a droit à un test définitif. Mais bien avant, à 6 semaines, il a droit à un premier test qu'on appelle la PCR. Voilà. Donc, tout ce processus-là serait déroulé jusqu'à ce que l'enfant puisse sortir du programme. Donc, c'est tout un programme pour ceux qui sont vraiment dans les soins, qui doivent vraiment respecter. Et toutes celles qui sont dans les soins aussi doivent impérativement faire toutes leurs consultations prénatales. Parce que il ne sert à rien de dire que je suis enceinte, tu sais bien que tu prends les médicaments et tu ne viens pas dans un centre de santé jusqu'à ce que le jour de l'accouchement, on vient, voilà. Donc on est devant le fait accompli, c'est vraiment difficile de rattraper, mais bon, par moment, Dieu voulant, on arrive à avoir des cas vraiment bons. Mais bon, c'est pas conseillé au fait. Voilà. Donc c'était le message pour comment éviter la transmission du VIH. Alors je vous encourage à continuer de vous abonner et à aimer les différentes vidéos. Et puis n'hésitez surtout pas de poser les questions afin qu'on puisse vraiment éclairer l'opinion publique. Votre question peut permettre à certaines personnes d'avoir plus d'informations. Donc n'hésitez surtout pas à mettre vos différentes questions en commentaire. Alors c'était moi et je vous remercie.